Nous allons pouvoir commencer. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le petit décalage dû à des questions logistiques. Mes chers collègues, nous avons le plaisir d'auditionner ce matin les représentants de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, Open, représentés par son directeur fondateur Thomas Romer, accompagné mesdames Angélique Gozlan, docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne, et Milan Hung, psychologue spécialisé dans les problématiques du numérique et des usages du jeu vidéo. Grâce à votre réseau d'experts, votre association dispense des formations à l'éducation numérique à destination des parents et des professionnels en contact d'enfants. Comme vous le rappelez, je vous cite, « Entre naïveté quant à l'impact des applications et panique morale, être un parent ou un adulte en contact d'enfants ou d'adolescents demeure compliqué. » Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Où mettre le curseur? Quel cadre? À partir de quel âge? Quel risque? Comment les accompagner? Ces questionnements s'appliquent probablement également à TikTok, application qui, comme nous le savons maintenant, est massivement plébiscitée par les adolescents. Je citerai 3 chiffres particulièrement impressionnants que nous avons ressortis. 70% des utilisateurs de TikTok en France auraient moins de 24 ans. 40% des 16-25 ans sont sur TikTok chaque jour. Enfin, les 4-18 ans passent en moyenne près de 2 heures par jour sur l'application. Ce succès chez les adolescents et même chez les très jeunes enfants, puisque un tiers des 5-7 ans utiliseraient également l'application, pose de nombreuses questions. Nous nous interrogeons sur les conséquences de cette utilisation intensive, éventuellement sur la santé mentale, le développement cognitif ou la réussite scolaire des jeunes. Au-delà des effets qui sembleraient être connus sur les autres réseaux sociaux, nous souhaiterions savoir si TikTok amplifie ou pas ces effets, et s'il y a, de votre point de vue, une spécificité propre à l'application, qui pourrait être liée d'une part à l'algorithme dont on nous a souvent vanté l'efficacité, mais aussi à une utilisation qui serait intensive, et également du fait de la jeunesse, nous venons d'en parler, des utilisateurs. Outre le diagnostic, nous aimerions également connaître vos propositions, afin soit d'encadrer cet usage, soit de donner des clés aux parents pour le faire et ainsi limiter au maximum les potentiels effets négatifs. Je me dois de vous rappeler que cette audition est captée, retransmise en direct sur le site du Sénat. Et avant de vous laisser la parole pour un exposé liminaire, si cela vous convient, d'une quinzaine de minutes, pour qu'on puisse garder le temps pour les questions et vos précisions, je me dois de procéder aux formalités d'usage pour les commissions d'enquête et de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Et je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Merci bien, vous avez la parole et nous écoutons avec attention. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et les sénateurs, merci beaucoup pour cette invitation. Thomas Romer, donc je suis le fondateur de l'Observatoire de la parentalité numérique. Je vais faire très rapidement pour pouvoir passer la parole aux 2 personnes qui ont eu la gentillesse de m'accompagner ce matin pour entrer dans le vif du sujet. Simplement rappeler que les objectifs de cet observatoire que j'ai créé ne sont pas uniquement que d'observer et de faire des études, mais aussi, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, d'aller à la rencontre des parents et des professionnels autour de ce qui est un véritable enjeu d'éducation. Merci. L'idée de cet échange ce matin, ça va être grâce à la fois ce que nous observons sur le terrain, mais aussi les études que nous pouvons produire, mais aussi l'expertise de Milan et Angélique qui reçoivent beaucoup de familles et vont au contact des familles dans le cadre de leur pratique professionnelle, d'essayer de vous apporter un certain nombre d'éclairages et de répondre au mieux à vos questions. Et je tenais aussi à saluer Marion Haza, notre présidente, qui nous a aidés à préparer cette audition. Voilà, je laisse la parole à Angélique, peut-être pour démarrer par rapport aux questions qui nous étaient posées et commencer à dérouler notre exposé. Oui, bonjour et merci pour cette invitation à partager nos réflexions et notre expertise au sujet des réseaux sociaux numériques et particulièrement de TikTok et de ses effets sur les enfants et les adolescents. Alors nous intervenons en effet aujourd'hui en tant qu'experts de l'Open, mais aussi en tant que psychologue clinicien travaillant auprès d'enfants, d'adolescents et de familles. Et il nous importe vraiment de préciser ici que notre positionnement se fait à partir du terrain. Nos propos s'appuient sur nos observations
observations cliniques à partir de la parole des parents, des enfants et des adolescents, des professionnels également de terrain, mais aussi des études menées par l'Open et de nos études respectives en tant que chercheurs. Ce que nous souhaitons ici apporter, c'est donc un savoir expérientiel, à teneur qualitative et non quantitative. D'autant plus que, comme l'a souligné notre collègue Grégory Borst lors de son audition, il n'y a pas d'études scientifiques, notamment françaises, sur les effets psychiques de TikTok chez les enfants et les adolescents. Alors, le premier point à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, le réseau social est un objet culturel pour les adolescents qui ne peut se détacher du quotidien des familles et des autres stimulations de ce quotidien, à savoir l'école, les amis, les loisirs, etc. Les usages des réseaux sociaux numériques sont donc à rattacher au fonctionnement plus général des adolescents et de l'adolescence et des familles. L'utilisation des réseaux sociaux dont TikTok fait partie est donc le reflet des vies des personnes. En 2023, nombreux sont les adolescents qui utilisent quotidiennement les réseaux sociaux tels que Snapchat, YouTube, TikTok et Instagram. Sur le schéma, le tableau que nous vous montrons ici, on voit bien qu'il y a une forte augmentation de l'utilisation de TikTok en 2022, mais il reste associé aux autres réseaux sociaux comme Instagram et Snapchat. L'utilisation donc des adolescents de ces réseaux sociaux est multiple et diverse et elle vient pointer des usages pluriels et différenciés en fonction des plateformes. Par exemple, sur Snapchat, les adolescents vont l'utiliser pour leur cercle d'amis assez fermé et vont utiliser particulièrement la messagerie instantanée. Sur Instagram, les adolescents vont plutôt suivre des influenceurs, vont travailler la mise en image de soi à travers les photographies filtrées. Et sur TikTok, on va avoir des adolescents qui disent utiliser cette plateforme pour le divertissement, mais aussi pour consommer de l'information. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle est simple d'utilisation, elle permet de créer du contenu en s'amusant au montage vidéo et audio. Une jeune fille de 16 ans dira « Moi, j'aime TikTok parce que c'est amusant ». Alors, on ne peut pas se focaliser sur un seul réseau social numérique. C'est un ensemble de pratiques numériques et c'est un point essentiel à avoir en tête. Mais on pose quand même une question. C'est quand même de s'interroger s'il existe ou non des réelles spécificités de TikTok. Bon, TikTok, qu'est-ce que c'est ? C'est un flux vidéo continu. C'est des vidéos sous format short, d'une durée entre quelques secondes jusqu'à 1 à 2 minutes. C'est pas la bonne slide. C'est aussi l'absence d'arrêt sur image, ce qui implique une lecture passive. Et c'est une application qui ne propose pas de page d'accueil. C'est aussi un réseau social numérique qui ne permet pas de communication directe entre les utilisateurs et utilisatrices pour les jeunes de moins de 16 ans. C'est aussi la possibilité d'un mode connexion famille et d'un mode compte privé. Les comptes de jeunes entre 13 et 15 ans sont par défaut mis en mode compte privé. Le mode connexion famille permet de lier deux comptes au sein d'une même famille. Et sur TikTok, il y a la présence de défis vidéo. Et il semblerait y avoir aussi une présence plus importante d'enfants sur TikTok en comparaison avec les autres réseaux sociaux numériques. À noter que YouTube et Instagram partagent quelques-unes de ces spécificités. Il y a l'onglet Explorer sur YouTube qui permet d'accéder à des contenus sous format short. On retrouve sur ces deux réseaux sociaux que j'ai nommés les défis en question. Et on retrouve également une présence importante d'enfants sur ces deux autres réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut reculer ? Oui, merci. Encore une fois ? Encore ? Merci. Donc voici une étude qui a été dirigée par la Pew Research Center en août 2022, qui est intitulée Teen Social Media and Technology 2022. À noter simplement que la Pew Research Center est un centre de recherche, un think tank américain,
qui fournissent des statistiques et des informations sociales. L'objectif de l'étude était d'analyser les habitudes et les pratiques d'utilisation des réseaux sociaux numériques chez les adolescents de 13 à 17 ans sur un échantillon de 1502 adolescents âgés de 13 à 17 ans. L'étude interrogeait la fréquence, la durée de ces utilisations, du type de contenu qui sont partagés ou utilisés, de la priorisation des réseaux sociaux numériques chez ces jeunes, et de noter également aussi des écarts et des divergences des pratiques selon les classes socio-économiques et culturelles. Sur le graphique numéro 1 que vous pouvez voir ici, nous observons l'évolution des pratiques des adolescents entre 2014-2015 et 2022. Et ce que nous pouvons noter, c'est qu'il y a un accroissement de l'utilisation de certains réseaux sociaux numériques, donc Instagram plus 10%, Snapchat plus 18%, et TikTok qui n'existait pas en 2014, donc nous ne pouvons pas observer d'évolution de ce point de vue-là, mais en 2022, il était noté que 67% des jeunes sondés utilisaient TikTok. Toujours en nous appuyant sur cette même étude, le graphique 2 indique combien d'adolescents utilisent très régulièrement certains réseaux sociaux numériques. On peut voir ici qu'un cinquième des jeunes utilisent YouTube et TikTok très régulièrement, un sixième utilise Instagram très régulièrement et un quart utilise Snapchat très régulièrement. Nous pouvons également observer que Facebook est massivement désinvesti chez les populations jeunes. Ce qui est important de noter, c'est que YouTube reste de loin le réseau social numérique le plus investi par les jeunes aujourd'hui. Voici une autre étude menée par la Common Sense Media, qui est une ONG américaine spécialisée dans l'étude des médias et des technologies familiales. Une étude menée en 2021 intitulée The Common Census, Media Use by Tweens and Teens 2021, qui appuie en fait les données précédentes que nous venons de vous montrer, sur un échantillon de 1306 jeunes entre 8 et 18 ans. Ce que nous pouvons observer sur ces deux tableaux, c'est que TikTok est le deuxième réseau social numérique le plus utilisé. Parmi les 68% d'utilisateurs et utilisatrices, 22% s'en servent très régulièrement, ce qui équivaut à un tiers. TikTok est le troisième réseau social numérique dont les jeunes disent ne pas pouvoir s'en passer, ce qui correspond à 13% parmi les 68%, soit un cinquième. Et YouTube reste le réseau social numérique le plus utilisé, le plus populaire et le plus essentiel dans tous les cas. Sur 83% des utilisateurs et utilisatrices, nous observons 24% qui s'en servent le plus, un peu plus d'un quart, et 32% qui ne pourraient se passer de YouTube. Alors, l'usage des réseaux sociaux numériques et notamment de TikTok pourrait relever de ce qu'on appelle le pharmacone. C'est-à-dire que possiblement, il peut être toxique, mais le poison peut s'inverser en remède et inversement, le remède peut devenir poison. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'enjeu du numérique comme pharmacone est aujourd'hui flagrante. En effet, l'objet numérique, qu'il soit réseau social ou jeu vidéo, peut venir répondre aux attentes du sujet, adolescent notamment, mais aussi adulte, tout en créant de nouvelles attentes. C'est bien le dosage et la quantité qui peuvent transformer le remède en poison. Un point essentiel donc à retenir est qu'il y a des effets positifs et des effets négatifs à l'usage des réseaux sociaux numériques. Ceci est fonction de la corrélation de la vulnérabilité propre à l'adolescence, de l'environnement de l'adolescent, de son usage singulier des réseaux sociaux et de la qualité de sa communauté numérique. C'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut donc prendre en compte. Les réseaux sociaux donc, pourraient donc être un remède à l'adolescence, puisque on se pose la question, nous, en tant que chercheurs, depuis plusieurs années, pourquoi les adolescents sont autant sur les réseaux sociaux? Et notre réponse, c'est que ça répond bien sûr à un besoin adolescent. Le premier fondamental à cette période, c'est la socialisation. Les ados retrouvent leurs amis de la vraie vie sur les plateformes et s'en créent d'autres au sein de leur communauté numérique.
Cela leur permet d'expérimenter le sentiment d'appartenance à un groupe de pairs. Ce sentiment est important à explorer à ce moment de l'adolescence, puisqu'il permet de faire des expériences en dehors du milieu familial, en dehors du regard parental. Les réseaux sociaux sont donc des terrains numériques d'expérience, non investis par les parents, ou en tout cas différemment, et les adolescents se retrouvent entre eux, partagent des activités, des langages et des centres d'intérêt. C'est ici le processus de séparation nécessaire d'avec les parents qui est en jeu et qui va permettre aux adolescents de se construire en dehors du regard parental, d'expérimenter la relation à l'autre de manière amoureuse ou amicale. Qui plus est, utiliser un même réseau, et notamment TikTok, c'est véritablement se sentir intégré à une sphère sociale, partageant les mêmes codes, la même culture et le même langage. Le second besoin à l'adolescence, c'est la quête identitaire. Les réseaux sociaux numériques, par la mise en image de soi, l'appel du regard de l'autre, les identifications les uns aux autres, la réflexivité qui est inhérente au retour que les autres ont sur le sujet adolescent, vont participer à la quête identitaire. Ils vont participer à trouver des questions existentielles, à des réponses à des questions existentielles, à expérimenter son image, à apprivoiser son image du corps, à trouver dans le regard des autres, de tous ces autres dans la communauté, un regard qui va valider cette quête du « je suis », qui est le devenir de l'adulte. Ce sont donc ces validations qui permettent à l'adolescent de construire son identité, comme il va se tester dans le milieu de la vraie vie, entre guillemets, dans la sphère scolaire, sociale, des loisirs, etc. C'est donc ces expériences qui vont faire une partie du développement de l'adolescent. Bien évidemment, il y a des risques à l'usage des réseaux sociaux numériques. On en parle très souvent. Et encore une fois, ces risques sont liés à la vulnérabilité propre de l'adolescent, à l'environnement de cet adolescent, comment il est accompagné dans ses usages, aux paramètres des comptes et à la qualité de sa communauté. Les risques sont le cyberharcèlement qui revient de manière très première dans les discours de tous, mais qui n'est pas non plus celui qui est le plus important. La radicalisation de la pensée, c'est-à-dire que les adolescents vont se retrouver dans des communautés qui ont une idéologie ou un mode de pensée unique, et l'algorithme va faire qu'on va proposer la même chose, et donc on ne va pas forcément pouvoir aller vers d'autres communautés et d'autres idéologies. Les conduites à risque, avec par exemple l'identification à certains influenceurs qui prônent la chirurgie esthétique, pour exemple, ou certains challenges, mais pas tous, qui vont peut-être quelquefois pousser à l'alcoolisation, par exemple, avec les neck nominations. Le choc des images visualisées, qui peuvent induire des troubles du sommeil, une anxiété modérée, des complexes physiques, et là je pense particulièrement aux images pornographiques, et des mouvements dépressifs qui peuvent s'associer à des troubles du comportement alimentaire, à des troubles du rythme nictéméral, des troubles de l'image de soi, notamment de la dysmorphophobie, mais aussi des consommations de produits illicites. Mais attention, ça ne veut pas dire que s'il y a ces risques sont liés uniquement de manière univoque et avec une causalité directe aux réseaux sociaux. La souffrance peut être préalable à l'usage des réseaux sociaux et ce dernier ne sera que le reflet d'une souffrance préexistante. Pour exemple, nous avons beaucoup en thérapie des adolescents qui vont utiliser les réseaux sociaux suite à un vide existentiel ou un mal-être très prégnant et qui vont utiliser ces réseaux de manière excessive parce que cela leur permet d'avoir une connexion directe, immédiate, facilitée avec des autres, d'occuper son temps mais aussi son esprit et d'évacuer les conflits internes et les conflits familiaux. Il s'agit là d'un usage refuge des réseaux sociaux. Dans ce contexte d'impossible corrélation entre souffrance psychique et réseaux sociaux numériques, toute captation envers les réseaux pourra interpeller les adultes que nous sommes, c'est-à-dire un temps disproportionné passé sur les réseaux sociaux, une captation à des images retouchées,
une attente vitale des commentaires et des likes, etc., etc. On peut ici percevoir que la manière dont un adolescent va utiliser les réseaux sociaux numériques peut être un indicateur de souffrance psychique. L'usage donc des réseaux sociaux peut nous permettre de repérer, d'être un moyen de repérage de cette souffrance. Mais ceci doit toujours être recontextualisé en prenant en considération l'environnement familial, scolaire, amical, amoureux et bien évidemment la santé mentale du jeune. Alors, un adolescent, c'est aussi, vous l'avez entendu, un contexte familial, un contexte social, scolaire et psychologique. Pour reprendre le psychiatre Winnicott, qui disait un bébé seul, ça n'existe pas, eh bien, un adolescent seul, ça n'existe pas. Il reste un enfant, l'enfant de ses parents. Et même si cette période est difficile et implique une prise d'autonomie importante et un travail de séparation pour se construire, il est essentiel de prendre l'adolescent dans sa relation à son environnement et au monde extérieur. En ce sens, la pratique des adolescents sur les réseaux sociaux ne peut se penser sans celle des parents et sans un regard sur l'éducation numérique qu'apportent les parents à leurs enfants. Selon une étude de l'Open, 53% des parents ont déjà posté une photo, une vidéo de leurs enfants sur les réseaux sociaux, certains contre rémunération. TikTok devient un des réseaux sociaux numériques le plus utilisé par les parents, notamment les jeunes parents influenceurs, les 18-35 ans, et pour cause, la vidéo est le média privilégié de ses parents et le média privilégié de TikTok. Toujours selon cette étude, seuls 44% des parents influenceurs ont demandé le consentement pour publier leurs images à ces enfants. Ces chiffres montrent donc que les enfants sont très tôt présents sur les réseaux sociaux numériques par le biais des comptes des parents et qui n'interrogent pas forcément leurs propres pratiques numériques. En l'absence d'études scientifiques sur le sujet, mais aussi du peu de recul que nous avons sur ces pratiques, nous pouvons nous demander ce que ces enfants d'aujourd'hui, dont l'image est exposée sur les espaces numériques, vont devenir comme adolescents, mais aussi comme adultes de demain sur ces mêmes espaces numériques. Ça nous amène à porter notre attention, du coup, sur l'importance d'une éducation numérique. Parce que ce que nous constatons, c'est que les parents d'aujourd'hui sont les premiers parents à se confronter aux questions posées par l'utilisation des réseaux sociaux numériques par leurs enfants. Les jeunes parents font aussi partie de la génération qui sont nés avec les réseaux sociaux. Et pourtant, il n'existe pas d'antériorité à une éducation numérique, contrairement à d'autres aspects de l'éducation. Il faut également noter que l'utilisation, les usages des réseaux sociaux chez les adolescents est très spécifique et donc différent de l'usage des adultes. Ce qui amène également au constat que les adultes se retrouvent positionnés comme figures d'autorité en matière d'éducation numérique, vis-à-vis de leurs enfants notamment, et auront tendance à vouloir plaquer leur propre perception et compréhension dans ces usages, qu'elles soient positives ou négatives. Et pour pallier à ce manque d'éducation, les parents et les adultes d'aujourd'hui vont également s'éduquer sur les réseaux sociaux. Cette méconnaissance et manque d'éducation liés aux usages des médias et du numérique relèvent de plusieurs facteurs. D'abord d'un manque d'accès à des sources d'informations qui soient d'éducation numérique, qui soient fiables, stables sur le temps. C'est-à-dire que les parents et les adultes ne peuvent pas se référer à une ou plusieurs instances référentes et crédibles au sujet d'éducation numérique. C'est aussi de l'importance de remettre en question les contenus qu'on publie ou qu'on consulte, de remettre en question les comportements qu'on adopte ou qu'on observe sur les réseaux sociaux numériques. C'est en effet, par exemple, la publication de photos d'enfants, de leur enfant mineur, où surgissent à ce moment-là des problèmes de consentement, mais aussi des questions liées à la permanence de nos traces numériques, de ce qu'on laisse en ligne pour une durée indéterminée. C'est aussi la difficulté de savoir ce dont il faut être attentif ou attentive
sur les réseaux sociaux. L'usage des réseaux sociaux devrait toujours mobiliser chez nous notre esprit critique et de la prise de recul. C'est garder à l'esprit des notions primordiales de confidentialité et de protection de notre vie intime. C'est constamment, en fait, se poser la question « Pourquoi je m'apprête à faire ça ? Pourquoi un autre le fait ? Pourquoi un autre ne le fait pas ? Qu'est-ce que je gagne ? Qu'est-ce que ça me coûte ?» Et les adultes n'ont pas toujours la connaissance de ces notions éducatives, puisqu'ils tombent eux-mêmes aussi dans ces pièges de méséducation. Comme on le disait, ces adultes ne peuvent pas se reporter ni à une éducation transmise par une figure de référence, ni à leur propre éducation. De ce fait, dans une telle configuration familiale et éducative, comment pouvons-nous espérer et nous attendre à ce que les enfants d'aujourd'hui puissent par eux-mêmes déployer et mettre en pratique une bonne éducation numérique? Alors, les jeunes vont se replier par eux-mêmes, entre eux, sur les réseaux sociaux numériques, pour s'éduquer autrement. Car comme nous l'avons dit, les adultes, les parents ne représentent pas des figures de référence. Et la conjoncture entre l'écart générationnel et culturel et le processus d'adolescence, en quête identitaire et de sociabilisation, accroît ce phénomène. Mais les réseaux sociaux numériques sont des espaces où ces connaissances d'éducation numérique sont librement accessibles. De ce fait, TikTok, Instagram, YouTube deviennent des candidats particulièrement intéressants. TikTok devient une source d'information continue sous le filtre algorithmique. Et les réseaux sociaux numériques deviennent des lieux d'émancipation identitaire, de richesse culturelle et aussi de risques. Et de ce fait, laisser les jeunes seuls sur les réseaux sociaux numériques sans accompagnement, c'est prendre le risque que certaines influences potentiellement néfastes puissent surgir, là où l'adolescent ou l'adolescente n'a pas toujours la maturité suffisante pour traiter et faire preuve d'esprit critique concernant ces dites influences. L'enjeu de l'éducation numérique, c'est d'encourager l'autonomie, la responsabilisation et la sécurité des usages des outils numériques. Pour terminer, sur ce volet, c'est l'importance de valoriser les compétences parentales et adultes. Certes, la jeunesse a toujours un coup d'avance en matière d'innovation, de découverte, de curiosité, de technologie, mais le monde adulte possède également d'autres compétences essentielles dont les jeunes ont besoin. L'expérience, le recul, la nostalgie du passé, les compétences de résolution de conflits, l'accompagnement des usages numériques chez les jeunes nécessite que les adultes, les parents, puissent aller à leur endroit et aussi leur montrer d'autres formes, de façons contemporaines d'utiliser ces outils numériques. Tout n'est pas binaire, il y a toujours de la nuance dans tout ça. Alors, vous l'aurez entendu, malgré la spécificité de TikTok de par son algorithme et ses fonctionnalités, TikTok, dans le contexte de l'adolescence, n'est ni plus ni moins un réseau social numérique pris dans une pratique numérique multiple. Il ne s'agit donc pas de se centrer uniquement sur l'objet numérique qu'est le réseau social TikTok, mais de prendre en considération plus largement l'environnement familial, éducatif, social et politique. Il s'agit donc de déployer une vision multifocale des usages numériques. En ce sens, l'éducation numérique doit devenir une priorité nationale, autant auprès des parents que des enfants, en déployant les moyens nécessaires pour intervenir auprès de ces diverses populations au plus proche de leur quotidien. Mais attention, cette éducation numérique ne doit pas se résumer à la prévention des risques encourus sur les réseaux sociaux. Elle doit se penser en deçà, dans un accompagnement et un soutien à la parentalité, en valorisant les compétences parentales, mais aussi les compétences des adultes, mais aussi à l'attention des enfants dès le plus jeune âge, pour développer leur capacité d'esprit critique à l'usage du numérique. Je vous remercie. Merci mesdames, merci monsieur. Merci beaucoup pour cet exposé
Je crois qu'on a bien fait de vous inviter en complément et en nuance des questions quantitatives et statistiques qui sont fondamentales, mais sur l'aspect qualitatif. Voilà, merci infiniment pour vos réflexions. Je passe tout de suite la parole à monsieur le rapporteur pour ces questions et les collègues qui veulent intervenir également. J'ai noté Madame Boulay-Espéronier, Madame Boyer, Madame Morin-Desailly. Voilà, vous me faites un petit signe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous les trois pour cet exposé préliminaire et les diapositives qui l'accompagnaient et qui en facilitent la compréhension et l'interprétation. Je voudrais vous poser un certain nombre de questions, peu de questions, parce que visiblement pas mal de nos collègues, ils me l'ont dit avant la réunion, souhaitent poser des questions, donc je ne voudrais pas utiliser tout le temps que nous avons et enlever leur temps de parole et leurs questions. Néanmoins, je voudrais vous poser 2 ou 3 questions. Comme vous l'avez notamment synthétisé dans votre conclusion, l'une des remarques principales que vous nous faites, c'est que TikTok s'inscrit dans une pratique numérique multiple. Et consacré à l'ensemble des réseaux sociaux ou à plusieurs réseaux sociaux pour chaque enfant et adolescent, puisque on parle ce matin plutôt des enfants et des adolescents. En ce qui nous concerne, nous faisons une commission d'enquête sur TikTok, donc tout en comprenant cette pratique numérique multiple, nous cherchons à comprendre les spécificités que peut avoir TikTok par rapport aux autres réseaux sociaux. Et la première de ces spécificités qui nous est très souvent mise en avant, pas par des psychologues essentiellement, mais notamment par des psychologues, mais aussi par des techniciens de l'informatique et des réseaux sociaux, c'est l'addictivité de son algorithme. On constate que de nombreux adolescents, plusieurs enquêtes journalistiques l'ont montré, alternent entre des phases de désinstallation de TikTok parce qu'ils estiment que ça leur prend trop de temps, parce qu'ils deviennent addicts justement, et au détriment de leurs devoirs, de leur famille, de leurs amis, etc. Et puis ils le réinstallent et puis ils le désinstallent à nouveau. On est un petit peu dans le syndrome du fumeur qui s'arrête, qui ne peut pas s'empêcher, qui reprend, etc. Quand je compare aux fumeurs, c'est bien entendu parce qu'on nous sommes en train de parler d'addiction. Et par conséquent, ce problème semble se poser beaucoup plus sur TikTok que sur les autres réseaux sociaux, pour une raison que les techniciens, que les ingénieurs nous disent être celle de l'hyperaddictivité de l'algorithme de TikTok, et notamment le fait qu'il soit addictif by design, par construction. Et donc ce n'est pas seulement une question d'usage, mais c'est aussi une question de construction de l'application. Donc ma première question, c'est est-ce que vous pensez de ce point de vue-là qu'il y a une spécificité de TikTok et qu'il y a une véritable différence d'addictivité avec les autres réseaux sociaux? Je vous remercie pour la question. Peut-être d'abord rebondir sur ce que signifie le principe d'addiction comportementale. Nous pouvons définir l'addiction comportementale sur 3 dimensions. Il y a l'intensité, la fréquence et la durée. Et les 3 dimensions doivent être sous une espèce de tyrannie et ensemble. Donc cela veut dire que analyser un comportement uniquement sur l'une de ces 3 dimensions uniquement est insuffisante pour déterminer s'il y a présence ou non d'une addiction comportementale. Donc l'exemple le plus simple, c'est quand on est sur une série Netflix, je dis n'importe quoi, et qu'on regarde d'affilée en une semaine plusieurs heures d'affilée. Est-ce que cette personne est addicte? Non, parce que on n'est que sur une seule dimension qui ne persiste pas dans la durée. Vous avez dit fréquence, durée, moment calme. Intensité. Généralement, la préoccupation est focalisée sur la fréquence, donc le nombre d'heures ou de minutes de l'utilisation d'un objet.
Mais voilà, gardons en tête ces 3 dimensions. De ce fait, dans l'addiction comportementale, la dimension la plus importante à retenir, c'est l'intensité. L'intensité, ce que cela veut dire, c'est à quel point est-ce que cet usage de l'objet va dominer les autres aspects de la vie de la personne qui utilise cet objet. Donc cela passe par les besoins vitaux, mais cela passe pas aussi par les besoins qu'on dira peut-être secondaires, mais en tout cas les besoins donc scolaires, professionnels, les besoins familiaux, les besoins sociaux, les besoins culturels, de divertissement, des loisirs, etc. Et c'est là où l'attention doit être portée de manière la plus importante. À quel point est-ce que cet usage de l'objet, et je précise bien objet pour englober toute forme de comportement, prend le dessus sur la vie d'un individu. Sur la spécifique. Donc, maintenant qu'on a défini l'addiction comportementale, je ne peux pas vraiment parler en termes de l'algorithme, peut-être que je te laisserai la parole Thomas, mais pour parler d'addictivité d'une application, cela sous-entendrait que tout usage de cet objet-là provoquerait des processus addictifs ou addictogènes, ce qui n'est pas le cas en tout cas, puisque nous avons très bien des données, des expériences que quand on utilise un objet qui a un caractère addictogène, nous ne devenons pas forcément sous l'emprise de l'addiction. De la même manière, je pense qu'on peut penser les choses comme la personne qui se retrouve sous l'emprise d'une addiction quelconque pense trouver son compte là-dedans. Donc là, je ne parle pas que de l'usage des réseaux sociaux, je parle de toute forme de comportement. Le comportement en soi n'a pas tant de caractère d'addictogène, c'est combien est-ce que la personne qui pratique, en fait, qu'est-ce qu'il y trouve là-dedans. Je pense à l'exemple de l'addiction au sexe, par exemple, où dans l'addiction au sexe, le sexe en soi n'est pas addictogène. Pour autant, il existe des cas d'addiction au sexe. Est-ce que on pourrait faire du coup le parallèle que le sexe serait à un degré d'addictivité? Je ne pense pas. Je termine. Parler d'addictivité par rapport à un objet, c'est vouloir le rapprocher aux addictions avec les substances, sous le principe qu'on consomme, dans ce cas de figure, des réseaux sociaux. Que lorsqu'on ingère alors des réseaux sociaux, on va commencer à plus tolérer les réseaux sociaux et donc en demander plus. Ce que je ne pense pas qu'on observe. Merci. J'aimerais juste ajouter par rapport aux propos de Milan que il n'y a pas de consensus scientifique sur le terme d'addiction, que ce soit sur les jeux vidéo ou sur les réseaux sociaux numériques. Il y a eu quand même une grosse polémique sur le DSM, c'est le DSM-5, c'est-à-dire le manuel de psychiatrie, où il a été proposé le trouble, le disorder, le game disorder, le trouble des jeux vidéo sur les réseaux sociaux. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de troubles dits addictifs aux réseaux sociaux. Donc voilà, il y a quand même quelque chose aussi à pointer au niveau scientifique et psychiatrique, où finalement, et voilà, il n'y a pas de consensus sur cette notion d'addiction. Par contre, ce que je trouve intéressant dans votre question, c'est que quand on lie la technique à un terme d'addiction, donc à un terme de psychiatrie, c'est que ça vient quand même repérer un comportement. Et ce comportement, il me semble que plutôt que de parler d'addiction, on pourrait parler d'abrutissement des images, du flux vidéo, qui en effet fait qu'à un moment donné, parce qu'on est capté par l'écran et par ce flux vidéo qui nous abrutit l'œil, eh bien, on pourrait ne plus voir ce qui nous entoure, c'est-à-dire qu'on est vraiment comme ça focus sur l'écran. Et donc, plus qu'addiction, il me semble qu'il est plus juste de parler d'abrutissement des images et de ce flux vidéo plutôt que de psychiatriser l'usage d'un réseau social.
Merci beaucoup. Je vais poursuivre. Je m'apprêtais, avant votre dernière phrase, à vous citer quelques phrases d'un auteur qui a écrit récemment un livre. Il y a plusieurs livres assez grand public, assez, comment dire, qui ont eu beaucoup de succès sur l'usage des réseaux sociaux. Vous le connaissez certainement, puisque son titre lui-même est déjà addictif, si je peux dire. C'est Le crétinisme, la fabrique du crétin digital, qui, pour le moins qu'on puisse dire, n'a pas les mêmes scrupules que vous-même pour dire un certain nombre de choses. Et justement, lui ne parle pas tellement d'addiction, mais d'abrutissement. Je vous cite une ou deux phrases. Le message de la littérature scientifique. Alors lui, le message de la littérature scientifique disponible, vous nous avez dit en commençant, il n'y a pratiquement pas d'études françaises et pas d'études sur TikTok. Sur TikTok, notamment, ça se comprend puisque c'est beaucoup plus récent, etc. Et notamment en France. Bon, lui, apparemment, a l'air de dire, mais je pense qu'il parle de l'ensemble des réseaux sociaux, y compris ceux qui sont là depuis 10 ou 15 ans. Le message de la littérature scientifique disponible est clair, cohérent et indiscutable. Plus les élèves, lycéens, collégiens et étudiants consacrent du temps à leur joujou numérique et plus leur niveau scolaire baisse. Jamais sans doute dans l'histoire de l'humanité une telle expérience de décérébration n'avait été conduite à aussi grande échelle. 30 à 60 minutes d'exposition aux réseaux sociaux, à la télévision ou aux jeux vidéo suffisent à affecter le développement intellectuel et les résultats scolaires de l'enfant. Donc on rentre dans ce que vous décrivez comme l'abrutissement. Est-ce que vous pensez que cette phrase, j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres dans ce livre, ou dans le livre à succès également de Patineau et d'autres auteurs, est-ce que vous pensez qu'ils exagèrent? Vous avez l'air beaucoup plus relativisant que... Monsieur le rapporteur, vous faites référence à un ouvrage d'un monsieur qui avait écrit précisément un autre ouvrage qui s'appelait TV Lobotomie, sans vouloir présager ou préjuger du parti pris de cet auteur en ce qui concerne la manière dont les outils numériques sont utilisés par les enfants. De toute façon, comme l'a très bien dit Angélique, c'est un sujet qui aujourd'hui est étudié, scruté, mais pas de la manière la plus... on va dire scientifique possible. Aujourd'hui, les effets qui ont été évoqués par Monsieur Desmurger dans son ouvrage ont été par la suite démentis par un certain nombre de scientifiques au regard de son analyse biaisée et notamment l'oubli qu'une preuve scientifique n'est pas un effet corrélation, mais bien la démonstration d'un effet de causalité, ce que Grégoire Borst a dû évidemment vous évoquer avec vous. Aujourd'hui, bien sûr, je vais juste pour conclure, et je vais laisser la parole à Angélique et Milan, rappeler le rapport du HCSP qui précise bien qu'aujourd'hui, notamment dans la manière dont on définit la notion d'écran et de tout ce qui pourrait y avoir comme impact négatif, cette notion d'écran n'est étudiée dans la recherche scientifique au niveau mondial que seulement depuis 2018, contrairement à ce qu'on entend. Et la plupart des études qui sont évoquées par M. Desmurger dans son ouvrage reposent sur la télévision. La télévision, où là, on a une littérature scientifique beaucoup plus fournie depuis de très nombreuses années. Ça ne veut pas dire que ce qu'il évoque n'a pas de sens, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Angélique, selon les démonstrations, et je pense qu'une fois encore, Grégoire Borst a dû vous le confirmer, selon les principes de ce qu'est une recherche scientifique, les effets uniquement corrélatoires ne peuvent être qu'une source d'inspiration à pousser plus amplement des recherches et non pas une certitude et une véracité en termes de conclusions scientifiques. Encore une ou deux questions avant de passer la parole à mes collègues. Ah, pardon. Je voulais préciser quelque chose sur votre question, monsieur le rapporteur. Je voulais préciser de l'importance de ne pas confondre ce qu'on appelle un effet de corrélation et un effet de causalité. Et l'exemple que vous utilisez, monsieur le rapporteur, par l'auteur de la fabrique du crétin digital, virgule,
c'est que il semble faire une observation qui lui permettrait à ce moment-là d'emblée d'émettre un effet de causalité. Or, il est impossible, ou ce serait plutôt erroné, de procéder à un effet de causalité en absence de méta-études, c'est-à-dire d'études qui regroupent les études faites sur un sujet. Ça me fait penser à une donnée tout à l'heure d'un des graphiques que je vous ai montré qui n'apparaissait pas, d'une étude que je vous ai montré qui n'apparaissait pas. C'était de noter par exemple que dans les populations plus pauvres aux États-Unis, notamment des populations noires et hispaniques, l'utilisation de TikTok et d'Instagram est beaucoup plus importante. Elle s'élève de 10 à 15% de plus. Ce qui est aussi important à noter, c'est que les populations qui sont plus pauvres vont utiliser plus de réseaux sociaux numériques de manière globale. Là, si on devait faire un effet de causalité, ce serait une erreur scientifique. Et qu'il est extrêmement important à ce moment-là de se poser la question de pourquoi quelles sont les spécificités de l'environnement de ces populations-là qui vont les pousser, ou en tout cas vouloir utiliser plus souvent certains réseaux sociaux numériques, notamment des réseaux sociaux numériques short form, donc Instagram, TikTok, Snapchat et YouTube Short. On pourrait très bien aussi penser que c'est lié à des facteurs environnementaux, sociaux, culturels, qui nourrissent ces habitudes comportementales. Merci. Merci bien. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de l'effet pharmacone, l'effet, le caractère positif et négatif à la fois d'une application, et vous avez évoqué la nécessité de limiter les effets négatifs et notamment, et vous avez conclu par cela, sur l'importance de l'éducation au numérique, l'éducation à la fois parentale et des enfants. Mais vous ne nous avez pas donné de pistes, est-ce que vous en avez, sur les recommandations que fait, je ne sais pas si l'Open fait des recommandations à ce sujet, quelles seraient vos pistes sur ces recommandations pour les parents et pour les enfants qui permettent de lutter contre tous les effets négatifs de ce pharmacone? Justement, je pense que, monsieur le rapporteur, une partie de la réponse est dans votre question. Comme cela a été dit précédemment par Milan et Angélique, je pense que aujourd'hui, quand on y réfléchit bien, dans tout ce qui est entrepris depuis plusieurs décennies en termes de politique publique en la matière, que ce soit dans l'éducation nationale ou en dehors, on ne raisonne uniquement qu'au travers de l'évitement du risque. C'est-à-dire qu'on est au cœur d'une énorme contradiction sociétale et éducative. Comme le montrent nos études, désormais, le premier smartphone des enfants arrive entre leurs mains en fin de CM1, quel que soit le milieu social. Comme j'aime à le dire parfois pour un petit peu rassurer les parents et amener un peu quelques sourires sur leurs lèvres lors de nos échanges avec eux sur le terrain, je n'ai jamais vu d'enfant de 5 ans attaquer un camion Samsung ou Apple. Et donc, quelque part, il y a une responsabilité, me semble-t-il, sociétale à réfléchir et à penser le pourquoi de l'équipement. Et quand on questionne les parents dans nos études sur ce sujet précis, les réponses sont toujours très unanimes. Il s'agit pour eux d'outils ayant pour vocation à les rassurer. On est dans une logique souvent de réassurance personnelle. Les parents nous répondent « j'équipe mon enfant parce que je souhaite je souhaite pouvoir le joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ». Une enquête récente publiée où j'étais interviewé dans Libération montrait que tout cela avait pour incidence, globalement, cette angoisse parentale à un resserrement du champ d'investigation des enfants dans un périmètre de quelques centaines de mètres autour du domicile, alors qu'au préalable, il était de plusieurs kilomètres. Y compris, cette réassurance pousse même certains parents à des comportements radicaux. Je pense ici aux 4 familles sur 10 en France qui installent un logiciel espion sur le téléphone de leurs enfants après les en avoir équipés. Je pense à ces témoignages que j'ai recueillis lors de groupes de parole
avec des membres de l'éducation nationale où certains enseignants me rapportaient que des parents équipent parfois, dès la fin de la maternelle, leurs enfants de montres connectées pour pouvoir bien sûr les géolocaliser, mais aussi pour pouvoir écouter ce que dit l'enseignant à distance. Vous voyez ici, à travers ces quelques exemples que je vous livre, qu'on est au cœur, me semble-t-il, d'une énorme contradiction sociétale, parentale et éducative, et que parmi les pistes que nous préconisons, c'est pour ça que nous, on se définit clairement comme étant une association à la fois de protection de l'enfance, mais de soutien à la parentalité, et que pour parvenir à cet objectif, on a décidé de nous adresser qu'aux adultes, parents et professionnels, et non pas aux enfants, parce qu'aujourd'hui, quand on y regarde de près, une fois encore, on équipe les enfants de plus en plus tôt. Jamais il n'y a d'accompagnement éducatif qui leur est proposé à bien utiliser les outils. On ne fait que leur montrer ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, quand même, quelque part, au niveau éducatif, me semble-t-il, c'est assez questionnant. Et ça vient évidemment, on va dire, amplifier parfois les difficultés qui passent familiales, qui passent par beaucoup de conflits quand il s'agit dans les familles de parler d'utilisation du smartphone ou des réseaux sociaux, puisqu'on est uniquement dans une logique d'évitement des risques, un peu comme si être parent en 2023 et être adulte, quand il s'agit d'accompagner un enfant, un adolescent dans les espaces numériques, consistait à être dans un film Marvel, à endosser son costume de super-héros tous les matins et à se dire « aujourd'hui, il n'arrivera rien à mon enfant ». Il me semble que l'éducation ne peut pas être que cela. Et aujourd'hui, l'autonomisation des enfants est souvent sacrifiée à l'aune de l'évitement unique des risques des enfants dans les espaces numériques. Et je conclurai là-dessus. On ne peut pas dire que ce soit un vrai succès non plus de ce côté-là en termes d'évitement des risques, puisque selon les dires même des structures qui sont en charge de la prévention et de la sensibilisation, notamment dans les établissements scolaires, sur ces questions-là, il n'y a jamais eu autant de cyberharcèlement, il n'y a jamais eu autant de jeunes qui sont victimes de ci et de ça. Et donc, je pense aussi que là, on a un gros travail de réflexion à faire et à mener tous ensemble, conjointement, pour redéfinir complètement ce que c'est une éducation au numérique en 2023. Merci. Oui, allez-y. Oui. Je veux juste revenir sur une toute petite anecdote que j'ai eue lors d'une étude qui a été menée avec le ministère de la Justice sur l'impact des images trash à l'adolescence, qui a été un rapport sorti en 2017 avec Sophie Géel, et qui, en interviewant un jeune adolescent en établissement pénitentiaire pour mineurs, quand on lui a fait le retour de l'étude, on a demandé à tous nos jeunes qu'est-ce que vous pensez qu'il faut mettre en place pour éviter les risques sur les réseaux sociaux et Internet. Et ce jeune nous a répondu, et il n'a pas été le seul, mais écoutez, madame, c'est pas en intervenant dans les collèges avec un gendarme et un juriste, etc. Ça, c'est cool, ça nous fait perdre 2 heures de temps. Mais c'est auprès de nos parents qu'il faut intervenir. Voilà, juste... Si je vois que mes collègues s'impressionnent, donc je pose juste une dernière question, bien que malgré le fait que j'en avais pas mal d'autres. Je continue sur le pharmacone en matière d'image de soi, d'image corporelle notamment. Vous avez dit tout à l'heure le côté positif, c'est de trouver les moyens de construire son identité, notamment à travers les usages du corps. Je ne reviens pas sur ce que vous avez dit. Le côté négatif, c'est évidemment en miroir les possibilités, notamment, vous l'avez cité, de dysmorphophobie et d'un certain nombre d'autres syndromes négatifs. De ce point de vue-là, il semble que ces effets négatifs, et notamment en matière de dysmorphophobie ou d'alimentation, sont plus importants sur les adolescentes. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Et une question qui la poursuit. En février 2022, TikTok a dit avoir mis à jour ses règles communautaires pour supprimer les contenus encourageant des troubles de l'alimentation, ce qui est en soi une reconnaissance du fait que l'application suscite des troubles de l'alimentation. Est-ce que vous avez constaté un changement depuis cette date, puisque ça fait déjà un peu plus d'1 an? Cliniquement, je n'ai pas d'éléments cliniques auprès des consultations, que ce soit des collègues, en tout cas là où j'interviens en pédopsychiatrie à Villévrard, il n'y a pas
d'éléments qui viendraient corroborer ce que vous venez de dire. Voilà. Et notamment, il n'y a pas plus de troubles du comportement alimentaire qui viennent consulter en psychiatrie liés aux réseaux sociaux. Ça avait déjà été le cas, il me semble, avec les blogs de Skyrock, qui avaient été pointés du doigt parce que c'était des espaces d'expression pour les pro-ANA. Il y a toujours des communautés pro-ANA sur les réseaux sociaux, ça a toujours été, c'était aussi le cas sur Facebook, à l'époque, en 2014. Donc, du coup, c'est-à-dire que ce sont des communautés qui vont essayer de trouver des lieux d'expression, qui vont trouver des interlocuteurs qui se posent des questions. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, là, le risque, c'est une radicalisation de la pensée chez les jeunes, parce qu'ils vont être enfermés dans une communauté qui ne pense que la même chose. Mais bien sûr que le trouble du comportement alimentaire n'est pas impliqué par l'usage des réseaux sociaux. Il va être sous-jacent, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu familial sous-jacent, un enjeu interne déjà préexistant et qui va se déployer sur la sphère des réseaux sociaux. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est une façon un peu de psychiatriser l'usage des réseaux sociaux qui est très questionnante. On est tous au fait, à part avec les tout petits enfants à qui on donne les téléphones portables dès 18 mois ou un an, où là, en effet, ça crée des troubles à caractère autistique, et ça, on le voit très bien dans nos pratiques. Mais sinon, il faut vraiment faire attention à ces passages-là, à ces raccourcis-là. Les TCA, les troubles alimentaires, l'impact des images de soi viennent juste sont mis en exergue par les réseaux sociaux, où l'adolescent va trouver des réponses à son mal-être. Voilà. Si vous pouvez comment dire, peut-être qu'à l'occasion des questions qui seront posées, vous aurez l'occasion de repréciser les choses. Madame Exactement. Laurence. Madame Boulay-Espéronnier, Madame Boyer, on va essayer de prendre plusieurs questions et grouper les réponses. Voilà. Merci, Monsieur le Président, le plus rapidement possible. Vous avez dit d'abord qu'il n'y avait pas d'études scientifiques françaises sur les effets de TikTok. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites dans d'autres pays d'Europe ou ailleurs dans le monde, et spécifiquement sur TikTok ou de manière générale sur les réseaux, ou est-ce que de manière générale sur les réseaux, ce ne serait pas éclairant sur ce qui nous préoccupe dans cette commission, c'est-à-dire les effets de TikTok? Deuxièmement, en matière de comportement addictif, qui est l'une des choses, bien évidemment, qui nous préoccupe au sein de cette commission d'enquête, vous avez dit dans les études que YouTube était de loin le réseau le plus investi et que 64% des jeunes l'utilisaient, 38% ne pourraient s'en passer. C'est une phrase qui, selon moi, est lourde de sens. Qu'est-ce que ça voudrait dire s'ils étaient amenés à s'en passer? Qu'est-ce que ça implique? Et lorsque vous avez dit qu'il n'y avait pas de troubles addictifs liés au réseau en tant que tel, est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi de troubles addictifs liés au dispositif lui-même, c'est-à-dire à l'outil, c'est-à-dire au téléphone portable? Et dans ces cas-là, nous sommes peut-être un certain nombre à être atteints. Et enfin, troisièmement, oui, c'est ça. Alors, par rapport à ça, en plus, vous aviez dit, par rapport à la socialisation, qui est le propre et l'apanage, qui est très important et essentiel pour l'adolescent. Quand vous parlez de sentiment d'appartenance, ça veut dire que est-ce que c'est une vraie ou une fausse appartenance? Et surtout, l'apanage de ce que souhaite l'adolescent, c'est surtout de s'extraire de la sphère familiale. Et donc, dans le dispositif qu'on a tous mis en place depuis très longtemps du contrôle parental, ça veut dire qu'il y aura une contradiction terrible, puisque le contrôle parental est totalement, en fait, va à l'encontre totalement de ce que l'adolescent souhaite en s'extrayant de la sphère familiale et justement du contrôle parental en tant que parent éducant, etc. Voilà, je vous remercie. Madame Boyer. Merci beaucoup. Je me permets juste de faire une petite remarque rapide pour répondre à un certain nombre d'interrogations que vous avez eues. Savoir que cette semaine au Sénat, il y a eu 2 textes, un sur les influenceurs numériques mardi et hier soir, un sur la proposition de loi visant au respect du droit à l'image des enfants, dans laquelle vous avez auditionné. Et donc, effectivement, on va vers un meilleur respect de la vie privée des enfants, c'est-à-dire sur le fait que
on essaye de siffler la fin de la partie de l'insouciance numérique des parents qui postent des milliers de photos de leurs enfants sur des réseaux sociaux ouverts, sans oubli, et parfois effectivement en utilisant ce qu'on appelle des pranks. On en avait discuté longuement. Ceci étant, la semaine prochaine, on aura un autre texte sur la majorité numérique. Il y a les travaux de TikTok, il y a la proposition de loi qu'avait fait notre collègue Madame Morin-Desailly sur la prévention de l'exposition excessive des enfants aux écrans. Bref, et j'en oublie sûrement. Tout le monde réfléchit en ce moment dans un ordre dispersé, ce que je trouve dommage, et ce que nous avons tous déploré hier auprès du ministre en disant que c'était vraiment dommage qu'on ne travaille pas tous ensemble sur un texte qui aurait eu plusieurs vertus. D'abord une coordination et ensuite ça aurait une vertu pédagogique auprès des parents, parce que je suis sûre que si le Parlement s'emparait d'un texte cohérent et large, à ce moment-là, ça aurait des répercussions sur l'information des parents. Ma question est la suivante. Tout à l'heure, monsieur le rapporteur vous a demandé quelles étaient vos préconisations concrètes. Et je vais rebondir sur cette question parce que c'est la mienne. Est-ce que vous pensez que réactualiser le carnet de santé, qui ne l'a pas été fait depuis 2018, et notamment en créant une page, en créant des recommandations à la fois sur l'utilisation des réseaux sociaux, le temps d'exposition, etc., ce qu'avait préconisé notre collègue, mais aussi en rajoutant un pavé ou un chapitre sur la protection de la vie privée, et en disant que les parents sont responsables de ce qu'ils mettent sur leurs enfants. Première chose. Deuxièmement, que pensez-vous d'un programme de santé publique, je dis bien d'un programme scolaire de santé publique qui permettrait effectivement de parler des bonnes pratiques, mais aussi des dangers du numérique, de l'alimentation, du sommeil, du harcèlement, les choses sont variées. Et enfin, l'ouverture d'un livre dans le Code de la santé publique sur l'usage du numérique, parce que effectivement, si on peut peut-être pas parler comme vous le disiez, madame, d'addiction, parler d'abrutissement, de troubles de la concentration, d'un certain nombre de choses, et effectivement de l'usage addictif du téléphone, qui ne concerne pas que les enfants d'ailleurs, et qui concerne maintenant aujourd'hui tout le monde, puisqu'on le touche je ne sais pas combien de fois par jour, on l'a avec nous, c'est un objet, on dort avec, c'est devenu quelque chose qui fait partie intégrante de notre vie et même presque un prolongement de notre corps. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, et effectivement, qu'est-ce que ça signifie pour nos enfants? Donc, c'est ces trois questions-là. Quelles sont vos recommandations concrètes justement pour protéger les plus jeunes? Si vous pouviez nous faire répondre à ces deux questions, pour qu'on puisse y voir clair, et après, comme ça, on prend le temps. Non, c'est un peu lié. Allez-y, madame. Allez-y. Je pense que c'est lié au propos de ma collègue Valérie Boyer, qui a beaucoup parlé d'éducation nationale. Premièrement, je voulais savoir si vos études s'appuient sur des échanges aussi que vous avez pu voir avec d'autres corps de métiers experts et spécialistes. Je pense bien sûr à des orthophonistes, des pédiatres, des psychiatres. Vous avez évoqué, pardonnez-moi de vous contredire, ou alors j'ai mal compris, qu'il y a eu peu d'études réalisées sur les écrans, hormis la télévision. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que l'excellent psychanalyste Serge Tisseron a depuis longtemps théorisé l'approche des écrans, à quel moment il fallait introduire d'ailleurs les écrans dans la vie des enfants. On a eu l'occasion de l'auditionner à plusieurs reprises au Sénat, et je crois que c'était le premier en réalité à s'occuper de ces questions dès l'avènement du numérique, à mesurer à quel point il y aurait des conséquences en matière d'apprentissage, des conséquences sur les comportements, etc. Donc, je pense que ces travaux sont vraiment aujourd'hui une référence. Donc, avez-vous eu des contacts justement pour alimenter votre propre action avec Serge Tisseron ou d'autres experts du secteur? Ça, c'est ma première question. Vous avez beaucoup concentré l'éducation sur la question des parents. Je partage complètement. Les parents doivent prendre leur
responsabilité, sont les premiers à devoir s'occuper de ces sujets. Malgré tout, l'éducation nationale doit jouer un rôle complémentaire et évident. Je rappelle que le Sénat a fait inscrire en 2011 dans le Code de l'éducation l'obligation de la sensibilisation des enfants aux risques et aux potentialités de l'Internet. Il faut vérifier comment ça se met en application. Allez vérifier peut-être aussi, avez-vous des contacts avec les autorités de l'éducation nationale sur l'application de la loi de 2013, pardonnez-moi, dans la loi plus récente de Jean-Michel Blanquer, École de la confiance, qui introduit des éléments que le Sénat y a mis sur justement la formation des formateurs sur ces sujets des écrans, apprendre à s'en servir, apprendre à s'en passer. Nous n'avons pas toujours possibilité, malheureusement, d'avoir beaucoup de renseignements sur le sujet, même si on interroge chaque année le ministre de l'Éducation nationale, la question de la culture là-dessus. Combien d'argent est consacré? De manière effective, combien d'heures sont consacrées? Quels thèmes sont abordés? Quelles sont les évaluations faites auprès des enfants? Tout ça est un travail de fond. Monsieur le rapporteur qui souhaite avoir comment dirais-je, des propositions concrètes, il y a là des choses à évaluer déjà. Donc vous, qui vous occupez de ça de manière extrêmement militante, avez-vous des indicateurs à partager avec nous? Je vous remercie. Bon, donc, parti comme on est, est-ce que si c'est lié, allons-y. Oui. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs remarques. La première, c'est que j'imagine bien que pour le président, le rapporteur de cette commission d'enquête, il y aura quelque chose d'un peu frustrant dans cette audition, parce que il n'y a pas, mais nos intervenants l'ont bien expliqué. Il n'y a pas, on n'isole pas TikTok de l'ensemble des comportements de consommation et des réseaux sociaux par les enfants et les adolescents. Et de ce point de vue-là, ça croise et ça fait référence à des réflexions que nous avons déjà dans d'autres commissions, dans d'autres cercles, depuis longtemps sur la question des enfants et des réseaux sociaux. Alors j'aurais une question technique et quelques remarques. Je commence par la question technique. Je crois que c'est vous, Madame Hong, tout à l'heure, qui avez dit que sur TikTok, les comptes des enfants de moins de 15 ans sont considérés a priori comme des comptes privés. Alors, ma question, certains vont comprendre pourquoi je la pose. Comment ils identifient que ce sont des enfants de moins de 15 ans? Voilà. Donc, ça, c'est une question technique. Après, je voudrais faire plusieurs remarques, peut-être pour aider à nos réflexions. D'abord, Catherine citait il y a un instant Serge Tisseron. On pourrait citer aussi Michel Serres, La Petite Poussette, etc., pour dire quand même à quel point nous avons été dans un premier temps très complaisants à l'égard de ces affaires de digital, d'Internet et d'accès des enfants à Internet. Il fallait surtout pas avoir l'air d'être déconnecté des nouvelles générations, et on a été, des intellectuels ont été très complaisants. Voilà, j'ai pas d'autres mots, et insuffisamment, à mon avis, vigilants et prudents sur ces questions. Sur les questions d'éducation, d'abord, on part pas de zéro. Il existe des dispositifs. Je pense à un en particulier qui est les promeneurs du net, qui est un dispositif qui a été mis en place par la CNAF sur ses fonds sociaux, sur les fonds de soutien à la parentalité, pardon, qui fonctionne pas si mal. Mais je me pose quand même la question à un moment donné, qu'on prenne ça par le biais de l'éducation nationale, qu'on prenne ça par le biais des parents, de l'éducation des parents. Est-ce que l'éducation peut lutter contre la puissance de l'image, en fait? Est-ce que... Ça, c'est ma première question, et je n'en suis pas sûre. Voilà, je n'en suis pas sûre, voire même, je suis perplexe, pour tout vous dire. Et avec, bien derrière, une deuxième remarque, c'est que la limite, je trouve, des questions d'éducation, c'est comment, par l'éducation, on accroît ou non les inégalités sociales et culturelles sur ces usages-là. Je vais partir d'un exemple, d'une constatation simple. Dans les CSP+, il n'y a pas un enfant chez les gens diplômés. Il n'y a pas un jeune enfant de moins de 3 ans qui touche un téléphone portable ou un écran. C'en est même, comment vous dire, à la limite intégriste. Voilà. Comment? Enfin, non, mais moi aussi, voilà. Mais à la limite, faut surtout retourner le téléphone. Voilà. Mais voilà, nous sommes des CSP+, et nous voyons ça.
Et j'observe, quand je vais dans un certain nombre d'endroits beaucoup plus populaires, dans des restaurants, qu'il y a des quantités d'enfants à qui on donne le téléphone, ou au supermarché à qui on donne le téléphone pour que les parents aient la paix. Et la question de l'éducation, elle sort quand même aux conditions réelles de vie des gens. 25% de familles monoparentales, des mères épuisées. Je veux bien qu'on leur dise qu'il ne faut pas donner le téléphone aux enfants. C'est plus compliqué pour elles que pour d'autres. Et comment on fait pour que, en misant tout sur l'éducation, en fait, on n'accroisse pas les inégalités? Voilà, ça c'est. Et qui l'a fait, l'éducation? Donc, à quel moment il faut passer dans le coercitif ou le prohibitif? Voilà, ce sujet est posé, à mon avis, sur la table. Et enfin, je suis parfaitement d'accord avec vous sur corrélation et causalité. Il y a des corrélations qui méritent quand même d'être explorées. L'augmentation du taux de suicide chez les adolescentes, qui est différencié de celui des garçons, est corrélée avec l'usage d'Instagram dans les pays. Et pourquoi Instagram? C'est pas par hasard. C'est parce que c'est les filtres et l'image. Voilà. Pour le moment, c'est une corrélation. Mais qui en corrèle d'autres. La demande croissante des mêmes jeunes filles de recours à la chirurgie esthétique. D'autres corrélations est liée aux réseaux sociaux. Voilà, je dis ça parce que à un moment donné, avec des corrélations, on peut quand même arriver à avoir des préoccupations sur les effets des usages. Pour éviter la frustration dont parlait Madame Rossignol, je propose que Madame Mercier pose sa question et après nous n'y reviendrons que si Monsieur le rapporteur a vraiment une question à la fin et comme ça vous donne un bon 10 minutes, 10-12 minutes pour balayer le tout. Merci de vos interventions. Je voudrais juste une précision entre une différence entre addiction et dépendance. L'addiction, vous avez bien expliqué, intensité, durée, fréquence. La dépendance, ça se qualifie un peu différemment. C'est-à-dire que quand on est dépendant, on va augmenter la dose, si je puis dire, et surtout, ça va se diagnostiquer quand on arrête l'objet. Donc, c'est un peu la question de ma collègue. Quand on va arrêter l'exposition à TikTok, par exemple, quel va être le symptôme ? C'est ça la différence entre addiction et dépendance. Donc, est-ce qu'il y a une addiction ou une dépendance au réseau? Nous vous écoutons. Débrouillez-vous avec tout ça. On vous écoute. Madame, allez-y. Alors, je vais rebondir en essayant de regrouper certaines questions, notamment sur la question des préconisations concrètes qui me semblent se relier aux questions autour de l'éducation nationale ou du Code de l'éducation nationale. En effet, là, sur ces questions-là, il y a, au niveau très concret, il y a en effet quelque chose à mettre en place au niveau des programmes scolaires. Hein, ça, c'est évident. Pourquoi mon propos s'appuie sur la recherche que j'ai menée avec Sophie Géal, qui est sociologue, qui a montré qu'au niveau de la formation des professeurs des écoles et des professeurs du secondaire, ils avaient 24 heures d'enseignement sur les pratiques numériques dans lesquelles on leur demandait de partir de leurs propres connaissances. Vous voyez la contradiction même, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément les connaissances et on leur demande de partir de leurs connaissances. 24 heures, c'est très peu. Ce que moi j'observe aussi sur le terrain, c'est que les éducateurs sont assez démunis face à l'ampleur des sujets, à l'ampleur aussi du travail qu'ils ont sur le terrain, parce qu'il ne s'agit pas que de repérer des enfants ou des ados qui sont sur les réseaux sociaux sujets aux images pornographiques, etc. Il faut aussi les évaluer, les former, les former à la vie sociale. Enfin, bon, c'est beaucoup, et on leur demande en plus de faire attention aux risques des réseaux sociaux. Moi, ce que je préconise, et je pense que mes collègues sont d'accord, c'est, et ça rebondit sur la notion d'image et de puissance des images, c'est-à-dire
il faudrait dès la maternelle, dès qu'on a accès à un livre, dès qu'on a accès à des images, avoir un programme scolaire sur l'éducation aux médias et à l'image. Et sur ce programme scolaire d'éducation aux médias et à l'image, eh bien, amener les enseignants à déployer l'esprit critique à partir de l'âge de 3 ans, c'est-à-dire dès l'entrée à l'école maternelle. Et si on arrive à mettre ça en place, eh bien déjà, on aura donné certaines armes à nos enfants pour aborder ce contenu qui est de plus en plus exponentiel sur les réseaux sociaux et dont, en effet, on ne pourra pas contraindre, mobiliser autrement. Voilà. En effet, il y a une puissance et il faut quand même dire qu'on a les moyens. Partir du carnet de santé, moi je trouve que c'est une très bonne idée. La question c'est combien de parents lisent ces pages du carnet de santé, mais pas tous. Pas tous. Sur le terrain, pas tous, hélas. En tout cas dans les populations les plus précaires. Qui n'ont pas forcément accès au langage, qui ne sont pas dans une insertion culturelle et professionnelle importante. Et je pense que c'est là aussi qu'il faut agir. Autre rapport que j'ai co-rédigé avec le ministère de la Culture et de la Communication, qui était les effets des actions de médiation et de culture sur les enfants et les adolescents. Là aussi, c'est une approche, c'est-à-dire déployer au sein de l'éducation nationale des approches culturelles et artistiques qui vont permettre aux adolescents de prendre de la distance avec ces objets-là, qui sont des objets culturels. N'oublions pas que les réseaux sociaux sont des objets culturels, donc il faut proposer d'autres types d'objets culturels pour pouvoir diversifier les approches. Voilà pour cette question qui embraye sur... Alors vas-y. Donc je vais répondre, je ne sais plus qui m'a posé les questions, mais j'ai noté les questions. Quelqu'un m'a posé la question autour de la terminologie entre l'utilisation de YouTube et de ne pas pouvoir s'en passer. Là, dans ce cas de figure, je n'ai fait que traduire et reprendre la question qui a été posée dans l'étude. Dans le cadre de cette étude-là, cela voulait simplement dire s'il fallait renoncer, s'il fallait choisir une application de réseau social auquel on ne voulait pas renoncer, quelle serait l'application sociale choisie? C'était ça que ça voulait dire par ne pas pouvoir s'en passer. Ensuite, il y avait quelque chose autour de l'investigation des effets de corrélation, sur quoi je suis en total accord. Mais pour cela, il faut, de un, reconnaître qu'il y a des effets de corrélation qui nécessitent de continuer d'investiguer là-dessus, et que de deux, du coup, de donner des moyens pour mener d'autres recherches et de multiplier les actions éducatives. Je pense que le monde scientifique n'est pas en opposition pour mener ces recherches-là. Simplement, il faut qu'il y ait à la fois une reconnaissance publique et que de deux, qu'il y ait les moyens qui suivent avec. On m'a posé la question à moi, je crois, TikTok, comment identifier les enfants qui ont moins de 15 ans. Donc la base est assez simple, c'est quand on s'inscrit, on doit noter sa date de naissance. Cela ne veut pas dire cela ne veut certainement pas dire que les jeunes vont répondre fidèlement à leur date de naissance. Parce que ce qui se passe sur TikTok aussi, c'est que si vous mettez une date de naissance qui est inférieure à 13 ans, l'application vous bloque et vous empêche de créer un compte sur TikTok. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Excusez-moi. Il y avait quelque chose autour de l'accroissement des inégalités socio-économiques. Ce sur quoi je suis également en accord. Cela veut dire qu'il y a encore plus d'urgence en fait, à venir en accompagnement sur les familles qui sont plus en difficulté. Parce que nous comprenons que les familles qui sont plus en difficulté, qui ont des situations plus spécifiques, vont peut-être avoir plus recours statistiquement à des réseaux sociaux numériques. Et auquel cas, si on les considère comme égales à d'autres familles, à de différentes classes sociales et socio-économiques, ce serait un décalage de traitement. Tu veux y aller ? Il a été évoqué la question aussi du contrôle parental. Il y a une loi qui a été passée récemment avec un décret qui est en cours de rédaction. Nous, ce qu'on constate, c'est que le contrôle parental n'est
pas suffisamment utilisé. En France, on est en moyenne à un peu moins de 4 familles sur 10 qui installent un logiciel de contrôle parental. Avec aussi, me semble-t-il, et c'est ce que j'avais dit lors des auditions avec le député Studer, c'était que derrière, on a aussi fait pendant très longtemps des fausses promesses aux parents dans les précédents plans de déploiement de ces outils, en leur faisant croire qu'ils avaient entre les mains la solution miracle, capable de pallier à toutes les situations qu'ils rencontraient. Or, il n'en est rien. Aujourd'hui, un enfant normalement constitué de 9 ans se rend normalement sur YouTube, sur lequel il va tomber sur un tutoriel fait par un enfant de 6 ans qui va lui expliquer comment désactiver le contrôle parental que papa s'est embêté à installer tout le week-end. Donc ça, c'est la règle. Pardon ? Parfois, c'est maman. Parfois, c'est maman. Vous avez raison, Laurence. Voilà, c'est fou. Et donc, en tout cas, tout ça pour dire que ces outils ont une utilité, mais il faut aussi être conscient et lucide quant à leurs limites techniques et limites aussi par rapport aux capacités des enfants à trouver des solutions pour les parer. C'est pour ça que nous, on a même adopté à l'Open un principe de réalité. On dit aux parents que globalement, à partir du moment où les enfants commencent à atteindre l'âge de 10-11 ans, ça devient quand même quelque part un sacré mythe, l'utilité du contrôle parental. Autre point qui a été évoqué... sur les préconisations, je ne vais pas rebondir sur ce qu'Angélique a répondu à vos questions, Madame Boyer. Madame Morin-Desailly, évidemment qu'on connaît très bien Serge Tisseron, évidemment qu'on travaille ensemble. Si vous rendez sur notre site, vous trouverez des vidéos de prévention qu'on a même faites avec lui. Donc c'est quelqu'un qu'on apprécie et qu'on respecte beaucoup. Pour autant, si on fait preuve de pragmatisme au regard du déploiement de la règle 36912, qui fait encore référence et qui est très déployée partout en France, il est vrai que nous, on constate sur le terrain, et nous le lui avons dit, il en est tout à fait conscient, puisque la règle a aussi beaucoup évolué ces derniers temps, que pas mal de parents rencontrent un sentiment de difficulté dans son application, avec parfois aussi un sentiment de se sentir enfermé dans des balises ou des règles, et c'est pas propre uniquement à son dispositif, hein, c'est aussi vrai pour les campagnes du CS, enfin de l'ARCOM sur le pas d'écran avant 3 ans, dont on voit bien qu'elles ne fonctionnent pas, parce que les parents nous disent on se sent enfermé, et ce ne correspond pas à un principe de réalité de notre vie quotidienne, ce qui va me permettre de faire le lien avec la question de Laurence Rossignol sur l'accompagnement, et vous avez raison Laurence, des familles monoparentales, il y en a de plus en plus, et évidemment l'idée n'est absolument pas de culpabiliser ces familles qui ont déjà beaucoup apporté. Je vais vous donner un exemple concret. En effet, quand on anime des groupes de parole ou des réunions avec des parents, avec des mamans, nous disent bon bah vous êtes sympa avec vos conseils, mais moi comment je fais avec mes 3 enfants le matin, parce que j'ai pas forcément envie de me lever à 5 heures du mat, et on peut les entendre et les comprendre. Bah, on essaie justement de les mettre de trouver des situations qui correspondent à leurs besoins, sans extraire les écrans, mais en trouvant des usages qui soient adéquats. Par exemple, ce que je dis souvent à ces mamans, pourquoi ne pas enlever les images, même avec des enfants qui sont tout petits, utiliser un smartphone pour mettre des petites chansons, des petites comptines sur une playlist Spotify ou autre, qui va permettre à l'enfant de ne pas être en contact avec des images, d'être d'humeur guillerette avant d'aller à l'école le matin. Et souvent, les mamans rebondissent en disant « bah oui, et d'ailleurs, ça me permettra de continuer à écouter les chansons avec lui dans la voiture pour l'emmener à l'école, et on pourra chanter tous ensemble ». Donc, il y a aussi des moyens aujourd'hui de donner des conseils concrets à ces familles sans les ostraciser, en essayant de tenir compte de leur pratique familiale. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de porter tous ensemble à l'Open, c'est-à-dire d'être vraiment dans le pragmatisme des familles et des difficultés qu'elles rencontrent, sans nier évidemment les problématiques et les questionnements que posent ces outils, sans nier la réalité de certaines connaissances de nos scientifiques, mais on ne sait pas tout. Et il est vrai que, notamment sur les effets de corrélation, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et ça a été redit par Milan, bien sûr que ça doit permettre d'engager des recherches et de susciter des réflexions par rapport à certaines observations. Mais pour autant, il est vrai qu'aujourd'hui, dans le débat public, et par le biais souvent de personnes qui ont envie de vendre des livres ou des conférences à 1 000 €, on observe aussi une espèce de panique morale qui est entretenue par pas mal de personnes qui s'auto-improvisent experts de ces sujets. Oui, voilà. Mais même des médecins de PMI qui répandent partout des choses qui font beaucoup de dégâts sur le terrain et qui n'apportent pas de solution à ces familles. Or, il a été bien dit, et vous l'avez tous remarqué, qu'en effet, sur ces questions-là, il y a énormément de biais socio-économiques. On le sait,
Les études de l'INSERM nous le montrent, la cohorte ELF, qui est une cohorte longitudinale, et je rejoins ce que disait Milan pour répondre à toutes vos questions de manière collégiale, il faut vraiment soutenir la recherche sur ces questions. L'INSERM a besoin d'argent. La cohorte ELF, aujourd'hui, dans les résultats qu'il nous publie chaque année, sur la question notamment des écrans, il y a un décalage d'à peu près 7 à 8 ans entre les données qu'ils publient et au moment où elles ont été collectées. Comment voulez-vous qu'on mette en place des politiques publiques dignes de ce nom et efficaces, alors qu'on est complètement en décalage de 8 ans, ce qui, à l'espace de l'écosystème du numérique, est abyssal. Donc il y a un besoin de donner de l'argent aux chercheurs, de renforcer ces dispositifs pour permettre que l'on colle à la réalité de ce que vivent les familles et qu'on ne soit pas sur des supputations qui souvent engendrent panique morale et n'apportent pas de solution, y compris vers des familles plus en difficulté. J'ajoute à ton propos, avec des familles qui du coup s'informent eux-mêmes sur les réseaux sociaux sur comment être parent aujourd'hui, et avec des débats quand même très houleux entre parentalité positive et autres machins, et qui du coup aussi met à mal et culpabilise énormément les parents sur ces questions. Et pour conclure, bien sûr, ça a été dit, l'éducation nationale, il y a besoin de repenser les choses, sans montrer du doigt la responsabilité des enseignants. Bien sûr, ils ont beaucoup à faire, mais aussi renforcer les programmes de formation. Ça concerne aussi les éducateurs. Oui, le dispositif Promeneurs du Net est un dispositif intéressant. Nous, quand avons une vision nationale, la problématique qu'on rencontre, c'est qu'il est très hétérogène en fonction des endroits où il est appliqué. Il y a des endroits où ça fonctionne très très bien parce qu'il y a des moyens dans l'accompagnement et la formation des professionnels qui ont été déployés, et d'autres, au contraire, où ça dysfonctionne complètement. Donc il y a besoin de renforcer les compétences des professionnels et des parents sur ces sujets, parce que moi je le vois bien, quand on fait des formations vers les professionnels, on tombe toujours dans une vision très dichotomique des choses, avec soit des personnes qui sont très techniciennes, maîtrisent les outils techniques, à qui il manque complètement les compétences psychosociales pour accompagner les familles, soit au contraire des gens qui sont issus du champ de la formation psychosociale et des compétences psychosociales à qui il manque les compétences techniques. Et aujourd'hui, l'urgence, il est de rejoindre ces deux champs-là pour permettre aux formateurs, aux adultes d'être suffisamment équipés et répondre à l'accompagnement important des enfants et des adolescents sur ces sujets. Je regarde si j'ai rien oublié. Il me semble qu'on a à peu près balayé l'ensemble des questions dans le temps qui nous était imparti. Il nous reste à vous remercier. Comme je n'ai pas posé de questions, je saisis l'occasion des remerciements simplement pour pointer le fait que vous avez évoqué, et ça vaudrait une autre discussion en soi, la question des coachs parentalité, enfin, dans nos départements différents. Je ne sais pas comment le ressentent les collègues, mais alors, il y a une espèce d'explosion. Tout le monde est coach en parentalité. Probablement que les enfants que les parents adressent vers les coachs en parentalité sont à peu près déjà sauvés, parce que si le parent a déjà l'idée de s'adresser à quelqu'un, encore faut-il que ce soit la bonne personne, mais il y a déjà ça. Et les éléments que vous donnez amènent à s'interroger sur la question de l'aspect de service public de tout cela, et du bon moment aussi, parce que si dans les PMI, tout le monde n'est peut-être pas formé pour, l'idée d'une systématisation à la PMI avant l'arrivée de l'enfant, et à un moment où il y a une proportion de gens qui passent par la PMI d'une manière ou d'une autre, comment rendre cela systématique ou obligatoire? Mais enfin, ce que vous évoquez est extrêmement intéressant. Et alors, si vous voulez en dire un mot, allez-y. Oui, je rebondis juste parce que ça me parle particulièrement. J'ai accouché il y a 4 mois, et donc j'ai fait ce parcours de maternité PMI, et à aucun moment... Oui. Ce soit à la maternité, alors qu'on a en effet des cours de préparation à l'accouchement et puis de retour à la maison. Et là, ici, justement, on est dans une période un peu bulle où on pourrait intervenir auprès des parents sur ces questions, et avant l'accouchement et après, quand on va à la PMI, en effet. Et là, pour le coup, il n'y a vraiment rien qui n'est fait. On agit une fois qu'il y a les troubles chez l'enfant à la PMI. Vous voyez même l'effet inverse, puisque aujourd'hui, vous voyez des enfants sortir de la maternité qui n'ont pas croisé le regard de leur maman, puisque le seul regard qu'ils ont pu croiser en 4 jours, c'est la lentille du smartphone pour pouvoir alimenter le WhatsApp familial. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, il y a un vrai besoin de sensibilisation, y compris dans des lieux comme ceux-là, pour non pas une fois encore culpabiliser les parents, mais simplement les amener à réfléchir, à repenser leurs pratiques, à l'aune de cette généralisation de l'utilisation de ces outils dont le smartphone fait partie.
sur le vital. Bien sûr. Et oui. De toute façon, on a à se demander si on va trouver assez de sages-femmes pour faire tous les accouchements du service. Mais bon, n'opposons pas les sujets nécessaires. Et dernière remarque, je vous remercie d'avoir... Je vous remercie d'avoir pointé du doigt comment dire, cette pratique consistant aussi à venir donner des leçons et des recommandations là-dessus en se faisant payer très cher les conférences. Probablement y a-t-il un tri facile à opérer, c'est que quand on vous demande une conférence très chère sur le sujet, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus fondé derrière. Et on connaît beaucoup de spécialistes qui viennent faire de l'éducation populaire de manière tout à fait désintéressée, voilà, qui sont souvent pas les plus mauvaises en l'occurrence.